la ville. Aujourd'hui, les villes représentent plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre. On ne peut plus avoir des bâtiments figés, mono-usage. Il faut des bâtiments multi-usages. Cette eau potable, on l'utilise à des fins de potabilité que 8%. C'est-à-dire que 92%, Toilette, baignoire, évier, machine à c'est de laver. l'eau potable qui est retraitée, alors qu'en fait, on n'en a pas besoin. Et je me suis dit, on marche sur la tête. Et aujourd'hui, il me reste encore 10 ans à travailler, mais il faut que je consacre le restant de ma vie professionnelle à humblement donner un nouvel axe, une nouvelle orientation à notre société. On ne peut pas uniquement penser que c'est l'État qui va faire et qu'on va tout subventionner. Il faut qu'on passe d'une économie uniquement basée sur la propriété à une économie qui soit également basée sur l'usage. Eh bien, je pense qu'on devrait dire liberté, égalité, usage, droit d'usage. On veut repenser la société, notre monde, notre civilisation avec des lunettes du passé. Ça ne marche pas. Chaque dimanche matin sur ma chaîne YouTube Grand Angle, une interview d'une personne avec un parcours extraordinaire qui nous inspire. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur grandangleeco.com/podcast. Allez, c'est parti. François-Emmanuel, bonjour. Bonjour. Je suis content de te recevoir aujourd'hui parce que on va parler d'un sujet dans lequel j'ai beaucoup trempé, c'est le bâtiment, la construction, le résidentiel, le tertiaire. Et j'ai fait 10 ans dans le bâtiment en chef de projet. Et bien, on s'est rencontrés et tu me dis, moi, je travaille sur les smart cities et sur les référentiels, à l'élaboration de référentiels d'application pour justement pousser la construction dans le bon sens, plus d'autres choses. Donc du coup, ça m'a bien parlé. C'est des sujets, je vois le contour. Donc explique-nous aujourd'hui ce que tu fais dans ce domaine, ton activité journalière. Ok, très bien. Oui, écoute, merci de cette invitation. Il y a 9 ans, même je dirais plus, c'est il y a 10 ans, j'étais sur mon vélo au Vésinet et je me suis dit, on marche sur la tête. Et aujourd'hui, il me reste encore 10 ans à travailler, ou un peu plus, 15 ans. Mais il faut que je consacre le restant de ma vie professionnelle à humblement donner un nouvel axe, une nouvelle orientation à notre société pour la rendre plus durable et en s'appuyant sur le numérique. Donc c'était ma vision d'il y a 10 ans. Et donc j'ai quitté l'entreprise où j'étais, créé ma société pour accompagner cette mutation. Et puis très vite, je me suis rendu compte que seul, je n'y arriverais pas. Et donc, comme j'avais toujours l'habitude, de par le passé, de créer des mouvements associatifs, collaboratifs, j'ai créé avec une autre personne la Smart Building Alliance for Smart Cities pour accompagner cette mutation à la fois environnementale et numérique de l'industrie du bâtiment et plus largement de la ville. Alors en 2 mots, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le cadre de référence, les ordres de grandeur à avoir sur le bâtiment pour bien comprendre de quoi on parle ? Oui, donc le bâtiment aujourd'hui, c'est 45% de la consommation énergétique globale et c'est pas loin de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, la ville, aujourd'hui, les villes représentent plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, ce que je dis, c'est que si on optimise, c'est-à-dire que répondre aux enjeux d'émissions de gaz à effet de serre passe nécessairement par repenser l'urbanisme et repenser les bâtiments et l'usage qu'on en fait. À l'heure de l'économie collaborative, il est juste impensable qu'on ait des bâtiments qui soient utilisés que 33% du temps ou des véhicules qui soient utilisés que 5% du temps et qui occupent 50% de la surface des villes. C'est pas possible. Donc effectivement, il faut repenser fondamentalement l'urbanisme. Et ça passe forcément en s'appuyant sur le numérique pour justement partager les espaces, partager la mobilité, repenser fondamentalement les bâtiments. On ne peut plus avoir des bâtiments figés, mono-usage. Il faut des bâtiments multi-usages.
On parle encore de résidentiel, tertiaire, université. Bien entendu, il y aura encore des bâtiments qui seront spécialisés sur la culture, l'enseignement, le logement, le travail. Mais il faut aller vers des bâtiments beaucoup plus pluriels. Donc l'idée, c'est de gagner en efficacité et en taux de remplissage. Exactement. Et, voilà. Parce qu'en fait, pour aller plus loin, si demain on optimise de 50%, ce qui est facile, l'utilisation des bâtiments, quand je vous dis qu'on est à 70% d'émissions de gaz à effet de serre, la ville, eh bien, on a déjà une grande réponse. Et si on, ne serait-ce que les bâtiments, 25% d'émissions de gaz à effet de serre, si on optimise de 50%, on réduit notre empreinte carbone de plus de 10%. Parce qu'en fait, si on essaye de reposer les enjeux, il y a la contrainte aujourd'hui qui s'exerce. Quels sont les facteurs de contrainte parce que là, en gros, ça consiste à se serrer tous pour avoir plus de place. Quels sont les grands facteurs sur lesquels on peut jouer? Je ne sais pas si je pense à l'équation de Kaya notamment, si ça te parle. Ouais, l'équation de Kaya, enfin, je ne suis pas un spécialiste de l'équation de Kaya, je sais que j'en ai entendu parler, mais l'équation, c'est pas forcément se serrer, parce que c'est optimiser l'usage. Aujourd'hui, c'est pas normal qu'on passe 2 heures dans les transports en moyenne, quasiment en Europe. Donc c'est pas possible. C'est du temps perdu. Et ce temps perdu, c'est du temps qu'on n'utilise pas pour faire autre chose. Déjà pour aller vers son voisin, pour se cultiver, pour s'occuper de ses enfants. C'est pas possible. Alors qu'on est dans le monde du digital et qu'une partie des activités, on peut les faire à distance. Donc c'est pourquoi je pense qu'on a tout loisir et on a tout intérêt à repenser les bâtiments pour qu'effectivement une grande partie des activités puissent être faites localement. Quel est le taux de renouvellement? Combien de temps il faut pour renouveler un parc? Aujourd'hui, on parle de 90 ans. Si on devait rénover tout le parc immobilier actuel, on a un taux de, je crois que c'est 1% par an même. Donc il faut quasiment 100 ans. Donc ça ne marche pas. Donc ça veut dire qu'il faut accélérer. Il faut accélérer aujourd'hui et on ne peut pas rester sur ce ratio de 1%. Il faut qu'on aille beaucoup plus vers un taux de, je dirais, de 10 à 20%. En fait, clairement, les bâtiments d'aujourd'hui doivent être repensés et c'est un chantier gigantesque. C'est le chantier des 20 à 30 prochaines années et qui va créer de l'emploi, qui va créer de l'économie. Mais on va créer une économie positive. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va réduire de fait notre empreinte carbone. Qui dirige et qui décide dans ce cycle de remplacement des bâtiments? En gros, qui a la capacité à changer le braquet? Alors, c'est effectivement une très bonne question. On a trop tendance encore à vouloir attendre que tout vienne d'en haut, que ça soit des lois, que ça soit l'État, la Commission européenne. Bien entendu, il faut des directives, je ne le remets pas en cause. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça doit venir aussi du citoyen. Et en fait, il faut un élan citoyen et qui s'appuie sur de nouveaux modèles économiques. On ne peut pas uniquement penser que c'est l'État qui va faire et qu'on va tout subventionner. La rénovation énergétique, les logements sociaux, la mobilité, ça ne marche pas, c'est plus possible. Et de toute façon, ce n'est pas un seul homme en haut de la tête de l'État qui a une vision globale et qui va tout changer. Ça ne marche plus. Il faut penser vraiment sur une vision partagée. Et cette vision partagée, elle part de la base. Et quand je parle c'est le citoyen qui doit investir ou réinvestir les territoires, c'est parce qu'en fait j'ai cette conviction qu'il faut qu'on passe d'une économie uniquement basée sur la propriété à une économie qui soit également basée sur l'usage. Et l'usage de biens communs. Et donc aller vers beaucoup plus de communs. Aujourd'hui, si vous allez à Paris, quels sont les communs? À part les jardins publics, il n'y a pas beaucoup de communs. Peut-être quelques stades, quelques espaces de loisirs, mais en fait les communs sont très réduits. Et bien je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe un taux de commun dans une ville de 30 à même, pourquoi pas 50%.
hein, et ça vient peut-être heurter l'esprit du français. Parce qu'en fait, on parlait tout à l'heure de la Révolution française, mais c'est vrai que la propriété était dans les 3 mots. Hein, c'était Liberté, égalité. liberté, égalité et propriété. C'est devenu fraternité ensuite. Eh bien, je pense qu'on devrait dire liberté, égalité, usage, droit d'usage. Droit d'usage à des communs. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie révolution. Moi, d'ailleurs, cette révolution, je la dénomme la 3e révolution urbaine. C'est-à-dire comment on se réapproprie la ville, ses communs, aussi bien dans la ville que dans les territoires. 50% de commun, ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que là, on n'est plus que sur les jardins publics et dans les halls d'immeubles. Il se passe un peu plus de choses que ça. Il se passe beaucoup plus de choses. C'est-à-dire, par exemple, j'ai des espaces de télétravail, j'ai des espaces de culture partagés, où je vais me cultiver, mais des espaces aussi où on va apprendre. Donc des campus numériques, mais pas à l'échelle de la ville, à l'échelle d'un quartier. Ça veut dire quoi un espace numérique à l'échelle d'un quartier? Un campus numérique, ça peut, pourquoi pas un cinéma. Un cinéma, aujourd'hui, il est occupé que le soir. Un cinéma, ça peut être aussi, pendant la journée, un espace où on va apprendre. Pourquoi pas, hein, je vous donne cet exemple. Mais ça peut être l'école. L'école, à l'inverse du cinéma, est occupée par des étudiants pendant la journée et le soir, il n'y a personne. Eh bien, c'est que l'école, elle s'ouvre aux citoyens et qu'ils puissent apprendre, suivre des cours ou avoir des liens sociaux. Mais ça veut dire qu'il faut repenser l'école avec beaucoup plus d'outils numériques. Et qu'en fait, ces outils numériques, bien sûr, ont un coût. Mais le citoyen peut investir, participer dans ces coûts. Parce qu'en fait, il va être usager. Il va pouvoir participer en allant à l'école, je ne sais pas moi, à travailler, oui, pourquoi pas travailler, mais se former, ou se divertir, ou partager. Oui, c'est un exemple de commun, mais ouais. Après, je vous donne un autre exemple de commun, parce qu'on parle pas mal d'agriculture urbaine. Eh bien, c'est pourquoi pas réinvestir des espaces pour de l'agriculture urbaine. On sait que la mobilité électrique va permettre à terme de réduire de au moins 50% le parc automobile. Donc il y aura des parkings qui seront vides. Ces parkings, on peut les réutiliser, les réinvestir pour de l'agriculture urbaine, par exemple. C'est des communs. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu il n'y a pas longtemps que la Hollande avait une production agricole plus élevée que la France. Oui. Parce qu'ils font des immeubles à faire pousser des trucs, quoi. Enfin, mais bien sûr. J'y connais rien. Hein, mais et c'est ce qu'on appelle c'est l'agriculture hors sol. Hydroponie. L'hydroponie, tout à fait. C'est un exemple, mais c'est un très bon exemple de commun. Ensuite, ça peut être aussi, les communs, ça peut être, pour moi, il y a deux fondamentaux, ou même 3 fondamentaux. C'est l'eau, l'énergie, les déchets. Et bien aujourd'hui, ça c'est des fonctions qui sont assez régaliennes, très centralisées. L'énergie, l'eau, les déchets. Et je pense qu'aujourd'hui, tout est là pour qu'on aille vers une hybridation de ces fonctions et aussi une décentralisation, c'est-à-dire une production énergétique locale, parce qu'il y aura du stockage énergétique local. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche déjà de le faire? Parce qu'un cinéma, pour reprendre un exemple très concret, il n'a pas besoin d'autorisation pour pouvoir donner des cours à la journée. Non, il pourrait très bien le faire. Il peut le faire, c'est qu'en fait, il faut l'organiser. Ça sous-entend qu'il faut une aide extérieure? Non, il faut des initiatives. Mais c'est en cours. Hein. Il faut une plateforme de services qui permette justement de faire connaître ce qui va se faire dans ce cinéma et que les gens s'inscrivent à des cours ou que sais-je. Mais effectivement, et puis qu'il y a un modèle économique basé là-dessus. Voilà, et qui permette, pourquoi pas, d'investir un peu dans des outils numériques ou des outils audiovisuels ou que sais-je, dans le cinéma, qui permettent de lui donner cette hybridation. Vous voyez, donc, je pense que c'est des sujets qui sont en train de se mettre en avant. Et moi, ce que je souhaite, c'est que tous ces exemples, on puisse les porter et que les citoyens, justement, s'en emparent.
Parce que ça, justement, c'est ce que tu fais avec la SBA. Ouais. Parce que tu dis qu'il faut organiser, structurer, donner les moyens. Alors, donc là, on arrive à justement, je vais parler là-dessus, les référentiels et les Exact. moyens technologiques à mettre en place. Concrètement, c'est quoi l'huile qui manque dans les rouages pour que ça fonctionne? Parce que c'est ce que tu fais. Ouais, c'est clair. Donc l'huile, alors bien sûr, il y a une partie importante qui est l'information citoyenne, hein. On vient de le dire, l'acculturation. Et c'est pour ça que j'ai créé le fonds MAGE. Mais ensuite, c'est la confiance. Et la confiance dans le numérique. Un numérique responsable, maîtrisé, sobre. Et ça, c'est la SBA. C'est vraiment l'objet des cadres de référence qu'on a mis en place et qu'on continue d'alimenter. Hein. R2S ou Ready to Service, c'est comment en fait je vais pouvoir apporter ces infrastructures numériques dans les bâtiments, dans la ville, qui vont permettre d'apporter ces services. Et l'objectif, c'est plus d'avoir une approche en silo, mais transversale. C'est-à-dire que si je mets une infrastructure numérique dans un bâtiment, dans mon cinéma, dans l'école, dans mon bâtiment, eh bien, elle est mutualisable pour X services et non pas un service. Ça veut dire quoi? Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? J'arrive avec mon infrastructure numérique pour, par exemple, le pilotage énergétique. Et toutes les données sont siphonnées par un opérateur de service, dont je tairai le nom, mais qui va piloter l'énergie du bâtiment, du quartier. Eh bien, je dis ça, c'est fini. Parce qu'on va multiplier le nombre d'infrastructures numériques par le nombre de services. L'énergie, l'eau, les déchets, la sécurité, l'assistance aux personnes, le confort, l'enseignement, etc., etc. Le télétravail. Ben ça, c'est fini, en fait. C'est pas durable. Il faut mutualiser cette fameuse infrastructure numérique. Il faut mutualiser les équipements et donc avoir une infrastructure, quelques équipements, parfois même pas d'équipements, parce qu'en fait, on arrive à déduire que, par exemple, il y a une personne dans cette pièce sans avoir mis un détecteur de présence, simplement parce qu'en fait, on sait qu'il se connecte. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est là, ça devient beaucoup plus durable. Mais par contre, savoir qu'il y a une personne qui se connecte dans cette pièce, il faut que ça soit anonymisé. D'où effectivement la maîtrise des données, la gouvernance des données. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui manque aujourd'hui, parce que ce n'est pas écrit. Vous voyez, et donc c'est l'objet de ce cadre de référence, c'est d'apporter cette confiance numérique, à la fois sur la sécurité des données, tant la maîtrise des données en termes de gouvernance des données, et la cybersécurité. J'enchaîne. Aujourd'hui, on parle de passe sanitaire. Et pourquoi il y a une levée de bouclier? Pourquoi les gens sont dans la rue? Parce que justement, on n'a pas pris le sujet par le bon bout. On applique un pass sanitaire pour répondre à une problématique sanitaire que je ne conteste pas. Mais avant tout, il faut définir les conditions de traçabilité. Et non pas seulement des données de santé, mais toutes les données de l'individu. Les données énergétiques, les données sur l'eau, les données sur la santé. Et aujourd'hui, ce travail-là, il n'a pas été fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis qu'il faut réécrire les droits de l'homme, les devoirs de l'homme à l'heure du numérique. Avant tout, c'est le prérequis que chaque président de la République ou même président de la Commission européenne doit faire. C'est un travail monumental, mais c'est le premier travail qu'on doit faire. Alors en termes de centralisation de données, une des questions qui se posent en fait, et c'est un grand sujet dans la crypto dont on discutait tout à l'heure, c'est qu'en fait on dit il faut protéger le citoyen. Et pour protéger le citoyen, il faut qu'il nous donne son numéro de sécu, sa photo, sa carte d'identité, son passeport, une goutte de sang, un test ADN. J'exagère, mais en gros, on va vous protéger. Et le problème, c'est qu'en fait, toutes ces informations, on les centralise. On les met, aujourd'hui dans la crypto, c'est dans des entreprises privées qui les stockent. Mais avec le pass sanitaire, ça pourrait être le gouvernement. Et en fait, le problème, c'est que plus on centralise cette information et plus on la met en risque. Parce que si vous craquez le coffre, vous avez accès à tout. Tout à fait. Et ça, c'est un vrai sujet en fait. Et il y a énormément de gens que ça horripile au plus haut point, qui disent mais moi j'ai pas envie que mes informations soient centralisées chez Amazon, chez machin, chez truc, ou chez Macron, ou chez... Et quel qu'il soit, que ce soit Macron ou quel que ce soit. Oui, non, mais j'ai l'État, une entreprise, et surtout quand c'est des gros... Parce qu'à la rigueur, moi, si c'est la mairie qui centralise ces infos, allez, on est 150 dans le village, déjà ça intéresse personne, et même si la mairie se fait craquer, voilà, ça va toucher un 150, un village sur 60 000 en France,
ça n'a pas d'impact. Voilà. Donc le risque existe, mais il est faible parce qu'il concerne peu de monde. Comment le problème de ces smart cities, un des problèmes de ces smart cities, est-ce que l'État est prêt à accepter de décentraliser l'information et de ne pas y avoir accès en la chiffrant? Eh bien, clairement, aujourd'hui, je pense qu'on est sur une ligne de crête où il y a deux solutions. Il y a une solution que j'appelle, moi, gestion jacobine de la donnée, qui est sans doute la voie qu'on prend aujourd'hui en France, parce qu'on est un État jacobin. Donc jacobin, ça veut dire centralisé. Centralisé, ouais. L'énergie, c'est centralisé, l'eau, c'est énergie, c'est les déchets, tout est centralisé. Les impôts, c'est centralisé, tout est centralisé, plus ou moins. Et là, effectivement, à l'heure du numérique, on est dans un modèle totalement différent. On n'est pas dans une organisation pyramidale, monarchique. On est dans le numérique est dans une organisation neuronale et une intelligence collective, distribuée. Il y a forcément des leaders, mais ces leaders, ils ne sont pas uniques. Et ils sont leaders entre eux, liés entre eux sur des sujets bien définis. C'est complètement différent. Et donc, il faut accepter cette décentralisation. J'ai pris l'exemple de la France qui est un pays jacobin, mais je peux en prendre un autre, la Chine, qui est également quelque part un État aussi jacobin où toute la donnée est centralisée. On n'est plus dans le jacobinisme là. On est même dans un autre domaine, effectivement. Et là, j'ai vu encore récemment des articles où toutes les actions au quotidien du citoyen, elles sont quelque part fliquées. C'est le permis social chinois. Si vous voulez, je pense que là, c'est le travers vers lequel il ne faut pas qu'on tombe, cette centralisation de la donnée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je milite pour une gouvernance girondine de la donnée. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de réseaux, les réseaux d'eau, réseaux d'énergie, réseaux de déchets, parce que c'est structurant. C'est un peu il faut repenser le puits artésien du XXIe siècle, qui existait au Moyen-Âge ou même il n'y a pas si longtemps que ça. Eh bien, il faut le repenser et qui va créer une communauté d'humains qui vont partager l'eau, partager l'énergie, partager les déchets, mais surtout gouverner leurs données. Et à partir du moment où on a compris ça, eh bien en fait, ça veut dire qu'il faut qu'on partage la gouvernance de nos données au niveau local et non pas parler d'énormes data centers où toutes les données sont centralisées des citoyens, de toutes les activités, avec un tiers de confiance qu'on ne connaît pas, qui peut être par exemple la collectivité de Lyon ou de Paris ou la région Île-de-France ou l'État. Ça ne marchera pas. Excusez-moi, ça ne marchera pas. Ah, mais je vous excuse. Parce qu'en fait, on va dire, ok, j'ai confiance dans telle personne. Mais demain, cette personne, elle n'est plus là. Ça peut être d'autres pensées. Et beaucoup de personnes peuvent être tentées de récupérer toutes ces données pour imposer leur vision du monde. Et imposer leur vision très dirigiste. Ça s'appelle Google, Amazon, voilà. Exactement, c'est-à-dire que ce soit du privé ou du public. Les mêmes travers qui sont. Voilà. Et donc je pense qu'il faut qu'on aille vers des mini data centers où les données sont hébergées localement. Ces data centers, ils peuvent être reliés entre eux. Mais oui, mais donc c'est-à-dire qu'on a une gestion physique et virtuelle locale. Oui, mais ça veut dire que l'État laisse échapper son pouvoir et se décentralise. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, les gouvernements, parce que c'est un peu des clones, ont vraiment envie de décentraliser le pouvoir? Alors, en fait, moi je pense qu'aujourd'hui, nos institutions doivent être repensées à l'heure du numérique. Par qui? Par le citoyen. Il y a je veux pas parler de révolution telle qu'il y en a eu une en 1789, mais je pense qu'on doit porter cette même révolution. Il faut repenser complètement la gouvernance de notre société. Tout à l'heure, je parle de data center. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, la gouvernance de notre société va être impactée par la gouvernance de la donnée. Qui décide de la révolution? Le gars qui est au pouvoir et le parlementaire ou Eh bien, j'ose rêver que demain, une personne dise « Je suis candidat à la présidence de la République
pour être le dernier président de la République telle qu'elle est. Parce que je dis République française, mais ça peut être aussi de l'Europe. Ça peut être n'importe où. Et parce qu'il va dire, en fait, à l'heure du numérique, face aux défis actuels, il faut repenser complètement nos institutions et notre mode de gouvernance. Avec une gouvernance qui va être beaucoup plus décentralisée. Et je serai la personne, pas moi Emmanuel François, mais cette personne, je suis la personne qui va instiller cette mutation. Je pense au fond de moi-même que si cette mutation ne vient pas, eh bien sinon il faut qu'elle vienne des citoyens eux-mêmes. Mais je suis quelqu'un qui est pacifique et je suis aussi optimiste. Je pense qu'on peut le faire. Et c'est pourquoi aujourd'hui je mets toute mon énergie dans ces mutations et notamment dans la SBA, parce que à partir du moment où on a mis les cadres de référence pour porter ces mutations, eh bien on facilite grandement ensuite cette mutation d'organisation, de gestion de notre société. Et je répète, si on arrive déjà à faire la mutation sur l'eau, l'énergie, les déchets, sur aussi les communs, eh bien je pense que le reste va suivre. Parce que c'est je crois peut-être utopique, hein, mais non, mais dans les élus, enfin dans les potentiels, dans les candidats, alors là moi je suis ça de très loin parce que ça me passionne pas la politique, mais je crois qu'il y en a une qui a pour programme de dire je fais le RIC et je me casse. je vous donne le référendum d'initiative citoyen. J'institutionnalise le référendum d'initiative citoyen si je suis élu et après je m'en vais, vous vous débrouillez. En disant à vous en gros, hein, elle dit peut-être pas ça aussi de façon aussi stricte, mais voilà. Et pour Macron, à la suite des Gilets jaunes, on lui a posé la question du RIC, il a dit non, pour faire simple. Et les autres, ils n'ont pas l'air chaud non plus. Donc la question en fait c'est, et les Gilets jaunes, qui est le dernier mouvement citoyen en date d'ampleur, ça s'est pas bien passé pour eux. Voilà. Est-ce que finalement l'option c'est pas de faire chacun les initiatives locales, bien sûr, et de dire bon écoutez les gars là-haut, si on vous attend, et bien sûr. Et moi je vois aujourd'hui, je suis en relation avec des collectivités, avec des communes, des agglomérations, et on sent qu'il y a une volonté d'aller dans ce sens-là. Et donc petit à petit, je pense qu'il y a un mouvement qui est en train de naître, petit à petit, et je pense que si moi personnellement je peux faire quelque chose, c'est agréger ces initiatives avec la SBA, peut-être avec le fonds MAGE que j'ai créé, et puis avec d'autres, pour catalyser ces initiatives pour qu'elles deviennent un vrai mouvement brownien qui aille dans ce sens-là, de cette mutation que j'appelle la troisième révolution urbaine. C'est clé. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas cette approche globale et on reste trop isolé. Tu parlais de gilets jaunes. Bon, en fait, les gilets jaunes, c'est quoi? C'est un mouvement citoyen qui a été accéléré qui est né parce qu'en fait, on a pris une décision qui était très unilatérale. Voilà. Alors qu'on n'avait pas compris qu'en fait, si on s'attaque à un problème, on va en créer un autre. Oui, monter le prix de l'essence à Paris, en gros, c'est moins choquant parce qu'il y a des bus, des métros et que la plupart des Parisiens vont à pied. Tandis que si vous montez le prix de l'essence dans une campagne où il faut faire 10 km pour aller au bureau de tabac, 10 km pour aller au supermarché, 10 km pour aller les enfants à l'école, c'est la révolution. C'est la révolution. Voilà, il faut une approche globale et systémique. Et ça, si vous voulez, c'est très compliqué parce que ça nécessite de travailler ensemble, de comprendre toutes les conséquences d'une action sur le reste. Et cette approche systémique, elle n'est pas innée déjà dans notre mindset et surtout pas dans nos organisations. Aujourd'hui, on a des ministres qui sont très verticaux, des ministères. Et dans les organisations dans les villes, c'est pareil, même dans les sociétés. Et donc, cette notion de transversalité qu'on promeut à la SBA, elle n'est pas inhérente aux organisations. Donc oui, c'est... Et en fait, ce que tu fais, c'est l'idée, ce que tu proposes, c'est de dire je prends les initiatives locales, je regarde, et ensuite je fais un référentiel de bonnes pratiques et de comment ça marche, comment il faut faire. Et ensuite, ce référentiel, en gros, les autres peuvent s'en servir. Ils peuvent s'en servir. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça, c'est surtout
l'idée du fonds MAGE, hein, c'est d'aller prendre les best practices, hein, les meilleures pratiques sur différents sujets, les mettre ensemble, montrer le côté systémique et faire en sorte que d'autres puissent l'accaparer au contexte près. Parce que la notion de contexte, elle est fondamentale. Ça encore, c'est le défaut du jacobinisme. On trouve la best practice et on fait un appel à projet et on se dit cet appel à projet, ensuite, il va nous permettre de démontrer que ça marche et on va le dupliquer à grande échelle. Et au pire, on en fait une loi même. Et au pire, on en fait une loi. Alors qu'en fait, il faut l'adapter. Et c'est pourquoi. Et cette adaptation, elle ne peut se faire que par le local. On voit bien que c'est différent. Les différences de culture, différences de climat, différences de richesse, tout est différent. Bah, regarde la réglementation thermique. C'est le gros pavé de loi qui définit comment on doit isoler les bâtiments, pour faire très simple. C'est quelque chose d'ultra monolithique. Ça ressemble à peu près au code de la TVA, quoi. C'est clair. Un truc énorme. On ne sait pas comment ça marche. Le modèle en lui-même, c'est un truc imbitable. Et en fait, ça descend du haut comme la misère sur le monde, quoi. Parce que quand on fait des projets de bâtiments concrètement, on dit « Ah bah oui, mais non, mais ça c'est interdit, ça on peut pas, ça c'est machin, ça c'est… » Est-ce qu'il faut désobéir à un moment? Parce qu'on est dans un contexte de normes qui est complètement… Pour tout te dire, j'avais fait un bâtiment à l'énergie positive et il n'y avait pas de chauffage dedans parce qu'il n'y avait pas besoin. Ça se chauffait par le soleil et par les apports internes. Eh bien, la DDE à l'époque nous avait dit « C'est insalubre, vous n'avez pas le droit de le construire. » Alors, la désobéissance, je ne suis pas pour la désobéissance. Je suis plus pour l'exemplarité. Mais je pense qu'effectivement, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un mouvement qui montre, qui bouge. On a trop tendance à… Tu parlais de rénovation thermique. On est dans une obligation de moyens, alors qu'en fait, il faut qu'on soit dans une obligation de résultats plutôt. Mais la France est bâtie sur une obligation de moyens. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, ça a été positif. Est-ce que tu peux expliquer cette différence qui est clé en fait? C'est-à-dire que voilà, c'est de dire pour arriver, je sais pas moi, à telle consommation énergétique, eh bien, ou au kilowattheure au mètre carré, il va falloir mettre un thermostat de telle marque ou de tel type qui a été breveté ou validé par le CSTB, etc. Sinon, vous n'aurez pas le droit à la subvention. Ça, faut arrêter ça. Faut arrêter. Et c'est pour ça qu'en fait, je dis qu'il faut changer de modèle. C'est parce qu'on est dans ce modèle de la fin. C'est le modèle de la finance. Finance, ça vient de finis en latin, c'est le terme. Et aujourd'hui, je parle de débutance. C'est comment on démarre un projet et comment en fait tous les acteurs qui contribuent à ce projet vont être, entre guillemets, rémunérés sur le résultat du projet. C'est totalement différent. Et donc, ça veut dire que là, on est sur le résultat et non pas sur le moyen. J'espère être assez clair dans ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que le moyen, c'est le thermostat de telle prescription. Et le résultat, c'est qu'importe le thermostat, ce qui est important, c'est comment on a fait le projet et comment ensuite ceux qui ont contribué au projet, à hauteur de leur contribution, qu'elle soit industrielle, produit, numéraire, matière grise ou que sais-je, vont être rémunérés. On parlait aussi des monnaies locales, parce que c'est un sujet que tu aimes bien. Alors j'ai oublié, grand malheur pour moi, comment s'appelle la monnaie locale à Bayonne, là-bas. Et moi, je sais, il y a une monnaie locale qui s'appelle le Vire, qui a été à Bâle. Mais effectivement, je l'ai oublié aussi. À prendre Lyon, Lyon, il y a la gonette. Ouais, la gonette, ouais. Et c'est toujours le même principe. Et à la base, en fait, les gars qui ont fait des monnaies locales disent bon, l'euro c'est bien, le franc c'est bien, c'est très bien, mais nous là, à Tourcoing ou à Lyon, on a des commerces locaux, des problèmes locaux. Exact. Et du coup, on va faire une monnaie à nous. Et puis, on va se la gérer nous-mêmes. Comme ça, quand je fais mes courses de façon locale, je vais inciter les gens à acheter local. Et puis, les commerçants aussi, ils seront au plus près. Cette monnaie va s'adapter aux besoins locaux.
Et là, il y a 2-3, à la base, c'était plutôt 2-3 bitniks, 68 arts et tout, on va faire ci, on va ça. Et puis là, il y a la Banque de France qui est arrivée en disant, les gars, la monnaie, c'est nous. Hein. Donc, vous arrêtez tout de suite les conneries. Et maintenant, vos trucs, c'est super. Vous êtes des gens très sympathiques, on vous aime beaucoup. Mais ça s'appelle des bons d'achat. Réglementairement parlant. Une gonette, ça vaut 1 euro. On ne doit pas pouvoir émettre plus de gonnettes qu'on a eu d'euros. Enfin, c'est un bon d'achat. Et ce qui est déjà bien. Mais au final, l'esprit de la monnaie locale, c'était pas ça. C'était d'instaurer un taux de change avec l'euro. Pour dire, on est tous différents et du coup, on a besoin d'un taux de change entre Tourcoing et la grande finance européenne, quoi, et l'euro. Est-ce qu'on n'a pas... c'est quoi, à part la désobéissance en disant, rien à cirer, on le fait quand même. Si on se contraint à ça à chaque fois, comment innover dans un pays où il y a plus de 100 000 lois et décrets et règlements ça, c'est et on ne les connaît même pas en plus. Non, mais aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais de refonte complètement de nos institutions. C'est plus valable. À l'heure du numérique, c'est plus valable. Oui, mais ça, nous, on n'y peut rien. Juste peut-être pour ceux qui nous écoutent, vous savez, pour moi, le plus gros changement de notre société, c'est pour ça que je parle de rupture civilisationnelle, c'est 1974, l'arrivée de l'Internet. Et la conséquence, je dis, c'est la fin du dogme de l'écrit, le côté dogmatique de l'écrit. C'est-à-dire, ce qui est écrit, c'est gravé dans le marbre. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on est dans l'agile, dans le dynamique. On est dans la réécriture permanente. Et c'est ça, le vrai changement. Et donc, ça induit forcément des monnaies locales qui sont dynamiques, versus une monnaie qui est l'euro, qui est écrit, gravé dans le marbre. Je ne veux pas la condamner, mais c'est pour ça que je parle d'une économie alternative. Et je pense qu'effectivement, l'économie alternative dont je parle, elle doit s'alimenter de cette économie actuelle, mais elle n'est pas rétrocessible, elle n'est pas réversible. Et ça veut dire que demain, j'investis dans un commun, je mets par exemple 10 000 euros dans ces communs, j'ai un droit d'usage. Par exemple, c'est un espace de télétravail, j'ai un droit d'usage de 1 heure par jour de télétravail, par exemple. Et ça peut être à vie. Et je peux même le transmettre à mes enfants. C'est le droit d'usage. Je ne transmets pas des euros, je transmets un droit d'usage. Bien entendu, ça veut dire qu'il faut repenser le droit, hein, mais un droit qui est beaucoup plus dynamique. C'est pour ça que je reviens sur cette fin du côté dogmatique de l'écrit. C'est fondamental, parce qu'en fait, la démocratie est basée sur ce dogme de l'écrit. Et si vous voulez, je vais même aller plus loin. C'est toute l'économie occidentale est basée sur ce dogme de l'écrit. Alors que l'Orient, avec les idéogrammes, c'est totalement différent. Un idéogramme, il y a X interprétations, suivant le contexte. Eh bien, c'est ça la force du numérique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Chinois sont aussi forts sur le numérique. Parce qu'en fait, c'est leur culture, c'est leur mindset. Et nous, on est cartésiens. On a du mal. On reste encore sur cette approche très cartésienne. Et c'est une approche cartésienne qui est aussi jacobine. Alors, les Google, les Amazon, etc. veulent imposer leurs solutions. Mais nous, citoyens, on le refuse. On voit bien ce qui s'est passé à Quayside. Et on refusera également ce qui s'est passé à Quayside, à Toronto, avec le projet Quayside. Parce qu'effectivement, ça a été un projet de quartier totalement googlisé. Mais à la fin, les citoyens, ils se sont rébellés. Ils ont dit, explique là, parce que je crois qu'on n'est pas tous... alors c'était un quartier emblématique qui était, où tout était contrôlé par Google. D'accord. Voilà, donc les bâtiments, la mobilité, l'énergie, l'eau, etc. Mais en fait, à la fin, le citoyen s'est dit, mais mes données, elles vont où? Je suis fliqué. Et c'est Google. Oui. Et donc, ça n'a pas marché. À la fin, ça n'a pas marché et le projet est tombé à l'eau. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est pareil pour des projets qui seraient également publics. C'est pour ça que je parle aujourd'hui de partage et de repenser complètement les modèles. C'est fondamental. Et c'est pour ça que je reviens. Il faut repenser les institutions. On n'y arrivera pas. On veut repenser la société, notre monde, notre civilisation avec des lunettes du passé. Ça ne marche pas. Il faut se mettre dans un nouveau modèle. C'est très compliqué, je sais.
Et je pense qu'on peut le faire en parallèle. C'est ça que je veux promouvoir. C'est pas simple, mais on peut le faire en parallèle. Alors on va y venir à cette notion de le faire en parallèle, mais il y a une autre chose à laquelle je pense, c'est qu'à l'échelle locale, il y avait eu aussi des échanges de services qui s'étaient mis en place, en disant on ne veut pas passer par l'euro, parce que tout le monde, la quantité d'euros, elle est difficilement accessible. Par exemple, si tu es prêt à donner des cours de maths à mes enfants et moi je te fais ta pelouse et qu'on est tous les deux au RSA, et ben on n'a pas d'euros. Voilà. Mais on peut se faire quand même des services. Et du coup, il y a des petits malins qui se sont dit, bah écoute, on va se faire un papier. Moi je t'écris, hop, 2 heures de maths, une après-midi de tondeuse. Là. Ouais. Et quand on commençait à s'échanger comme ça. Mais ça s'appelle un billet. Et les impôts sont venus et ils ont dit mais vous n'êtes pas malade, vous êtes en train de vous échanger, après tu vas échanger de la viande contre des heures de maths, mais c'est taxable monsieur, vous n'avez pas payé vos impôts dessus. Et tu vois le délire en fait, c'est-à-dire que quand tu innoves, alors tant que c'est à l'échelle locale et que c'est dans un village au fin fond, tout le monde s'en fiche, ben, ça ne représente rien. Mais comme les monnaies locales, à un moment, il y a un gars en costard avec la valise qui arrive en disant « Monsieur, fiscalement, là, vous n'êtes pas bon. » Ouais, c'est clair. Écoute, tu as complètement raison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire aussi de repenser qu'est-ce qui est régalien. C'est-à-dire qu'est-ce qui est régalien et qui va donc nécessiter de s'alimenter avec des impôts. À partir du moment où on a écrit ça, on l'a pensé, on va penser une taxation. Et une taxation sur des échanges. Avec les nouveaux outils comme la blockchain, tout est tracé. Donc on va pouvoir effectivement une transaction d'énergie, une transaction de service. Si c'est blockchainé... Mais on le taxe en quoi, le gars qui a fait 1 heure de tondeuse contre 1 heure de on peut le valoriser en termes d'usage. En termes d'usage, et puis après, effectivement, il faut trouver une alternative. Mais c'est là où, effectivement, tout à l'heure, je disais que ce n'est pas rétrocessible, mais on peut imaginer quand même un modèle qui permette donc de payer un écu, entre guillemets, à l'État ou à la collectivité pour des fonctions régaliennes. Je pense que c'est important. Il y a peu de temps, je me souviens, j'intervenais à Marseille avec Madame Valade, hein, qui est maintenant présidente de l'agglomération. Et justement, je l'ai interpellée en disant vous êtes candidate à l'époque. Hein, eh bien, moi, je pense qu'il faut créer cette économie de l'usage. Et on peut très bien imaginer que demain, pour l'agglomération de Marseille, eh bien, une petite partie des impôts locaux puisse être payée en token. Alors ça s'est fait en Grèce. Ah, très bien. En Grèce, en fait, mais quand la Grèce s'est effondrée, c'est ça qui est moins bien. C'est-à-dire que, non mais, en 2012, la Grèce s'est effondrée sur elle-même dans les circonstances qu'on connaît, crise de l'euro, etc., etc. Et l'État, en gros, était par terre. Et il y a des communes qui se sont dit, plus de chef, il n'y a plus de shérif en ville. Et nous, le problème, c'est que les gens, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de tondre, ils ont besoin de couper des cheveux, ils ont besoin de vivre. Et du coup, ils se sont dit, on va faire une monnaie locale. Et puis des mairies ont dit, moi je vais la prendre pour payer les impôts, pour asseoir le truc. Et ça s'est fait, mais parce que l'État n'était plus là. C'est-à-dire que les pauvres à Athènes, là, ils étaient en train de se faire étrangler par la Troïka, et ils avaient bien d'autres sujets que... Puis comme les gars étaient en train de mourir de faim, plus ou moins aussi, ils étaient tous au chaume du, ils disaient, on regarde pas. Mais c'est marrant de voir ce changement que tu décris. Ouais. Il a eu lieu dans les endroits où le bon sens existe, l'échelon local, c'est une question de bon sens. Mais au prix et au moment où l'État n'était plus capable de mettre le bignou dedans en disant c'est pas légal votre truc. Ouais, c'est pas légal. Non, mais je pense qu'on a aujourd'hui, vu les enjeux actuels, on n'a pas le choix. Et c'est clair, j'en suis convaincu, si vous voulez, c'est que les modèles qu'on a aujourd'hui ne nous permettront pas de répondre aux enjeux actuels, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il faut se débrouiller sur le terrain. Il faut se débrouiller sur le terrain. Et je pense que il faut un peu les prochaines années qui viennent, même les prochains mois, sont cruciaux. Aussi bien en France qu'en Europe et que bien sûr sur la planète. À quoi tu penses en disant les prochains mois sont cruciaux ? Parce qu'on a les élections présidentielles en France dans 9 mois. En Allemagne, je crois que c'est pareil, c'est dans
15 mois à peu près. Donc on voit bien qu'il y a des changements qui vont se passer. Ça change quelque chose, les élections? Ça dépend. Faut espérer qu'il y ait des candidats qui arrivent avec justement des vrais projets et qui acceptent de dire je suis le dernier président de la République tel que c'est. C'est Coluche, non, qui disait si voter, ça a changé quelque chose, ça fait longtemps que ce sera interdit. Bon. Non. Mais non, mais je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, le mouvement est en marche. Voilà. Et ce que je souhaite, c'est ça ne traîne pas trop. Parce que. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler d'initiatives qui sont en cours, en route? En marche, c'est quelque chose, mais en route. Ouais, en route. Et qui illustrent ça, qui incarnent et qui permettent de rêver et de se dire ah oui, en fait, il y a des gars qui ont fait et c'est pas con. Il y a peu de temps, j'étais à Samoin, par exemple. Ça, c'est Samoin et non pas Samoins. Mais je souligne pour ceux qui. Alors c'est où, Samoin? Samoin, c'est au-dessus de Cluses. Cluses. C'est la vallée. Cluses, c'est à côté de Chamonix, voilà. La vallée du Gifre. Eh bien, l'agglomération de Samoin a décidé d'investir dans un système de production photovoltaïque avec une participation citoyenne. Par exemple. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en fait, ils créent une SEM, une société d'économie mixte, où les citoyens vont être copropriétaires avec la collectivité, etc. Et donc, quelque part, ils vont bénéficier d'une énergie dont ils seront aussi propriétaires. Vous voyez, ça, c'est un exemple. Mais encore plus large, il y a l'Alliance Sens et Économie, que je supporte, qui vient de prendre un projet qui s'appelle Microville 112. En fait, c'est la base aérienne 112 au nord de Reims qui est mise à disposition par l'État, suivant c'est-à-dire tout le terrain contre un euro symbolique pour repenser la ville de demain. Et la ville de demain, on va parler beaucoup de commun. Donc ils virent tous les militaires? Il n'y a plus de militaires, voilà, c'est une friche. Voilà. Donc on va transformer cette friche. On rase tout et on rase pas forcément parce qu'il y a des bâtiments, on va les réutiliser, les réaffecter. Il va y avoir de la production agricole, production industrielle, des services. Il y a création d'une SIC, une société qui permet d'économie mixte, entre guillemets, qui permet justement d'associer public, privé et d'aller vers justement cette économie alternative dont je parle. Vous voyez, donc en fait, on y est. Il y a. Et même la Banque des Territoires s'intéresse au sujet et l'encourage. Donc on voit quelque part qu'il y a des projets qui commencent à émerger. Et donc je pense qu'il y a des voies dans les deux sens qui nous permettent d'espérer. Est-ce qu'on peut dire que d'un côté, il y a une partie des gens qui se bougent, qui font, et en général, c'est plutôt les gens qui souffrent ou qui ont des difficultés, parce qu'ils ont le couteau qui remue dans le corps, donc du coup, il y a des initiatives qui se montent parce qu'ils ont besoin de bouger. Et une autre partie où quelque part, on est trop dans le confort et qui constitue l'inertie de la chose. Alors Richard, effectivement, c'est un sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je parle de 6 défis. Et dans ces 6 défis, il y a le défi démographique. Alors, c'est la population. Mais dans le défi démographique, c'est aussi la pyramide des âges. Avec des équilibres nord-sud, entre autres. Et si vous voulez, aujourd'hui, on se rend compte que ceux qui ont le pouvoir politique, ou même dans les entreprises, c'est plutôt des vieux comme moi. C'est pas forcément des jeunes qui repensent, qui sont plus à même de repenser le monde. Et ces vieux, en général, ils sont dans le confort. Et donc, en fait, leur intérêt, c'est de durer encore 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ouais, d'accord. Pourquoi je changerais Et puis, à la rigueur, je transmettrais des biens à mes enfants. Mais ça, c'est les vieux modèles. Puis avec les vieux, tu peux mettre aussi les gens installés, voilà, qui ont une place confortable. Et en fait, moi, ce que je dis, là aussi, il y a dans ce déséquilibre, il y a un vrai enjeu de désordre social. Et c'est à la fois un affrontement nord-sud entre les jeunes dans le sud qui n'ont rien
et qui veulent aller dans le nord parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Mais c'est aussi intergénérationnel. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Parce qu'en fait, et ça, c'est mondial, c'est effectivement des vieux qui veulent s'accrocher, entre guillemets, à ce qu'ils ont, et des jeunes qui disent, mais vous nous avez pourri la société, et donc quelque part, nous, on ne veut pas suivre votre exemplarité. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ces vieux, entre guillemets, ils ont plus qu'intérêt à changer. Et c'est difficile. Ils ont un intérêt à changer parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai en fait, ils ont 65 intérêt à ans. changer parce qu'en fait, il faut leur expliquer que s'ils ne changent pas, eh bien, je pense qu'il y aura un risque de désordre social. C'est ça que je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est marrant, par exemple, dans le problème des retraites, qui a été remis sur le tapis il n'y a pas longtemps, c'est qu'en réalité, la retraite, c'est des jeunes qui travaillent et des vieux qui sont à la retraite. Donc en réalité, c'est un équilibre social. Et quand on dit qu'il faut sauver les retraites, ça veut dire qu'il faut taxer les jeunes quelque part. C'est-à-dire, on ne peut pas... c'est clair. Et je ne comprends pas pourquoi il y a des manifs contre l'État, alors qu'en réalité, ça devrait être un dialogue dans la population. Et bien sûr. En disant qui paye, bah, c'est le gars qui bosse. On a beau dire, voilà, c'est pas... On est trop sur un État, c'est parce qu'on est trop sur un État jacobin, et sur cet État welfare state, l'État... Comment, en français, je ne sais pas comment dire. L'État nounou. L'État, assistant. C'est fini ça, si vous voulez. Et donc c'est assistant, pourquoi, ouais. Voilà, et c'est effectivement le citoyen qui doit se prendre en main. Et ça, c'est fondamental. Et je reviens sur ce déséquilibre intergénérationnel. C'est juste énorme. Si vous voulez, je vous donne un exemple. C'est que j'ai une fille qui a 16 ans. Elle va avoir 17 ans bientôt. Elle est déjà différente de celle qui a 18 ans et complètement différente de celle qui a 25 ans. Elle me dit, papa, il n'y a plus de règles, plus de codes. Mais oui, mais c'est pas qu'elle. C'est presque tous les enfants qui ont cet âge-là, qui viennent du monde du numérique, pour lequel, effectivement, il y a la fin de ce constat de fin du dogme de l'écrit. Et puis qui voient aussi le problème environnemental. Ils le voient tous les jours. Ils disent, mais nous, on a quand même toute notre vie devant nous. Et donc, ils ont envie de bouger, ils ont envie de faire autre chose. Si ça vous fait rien, on aimerait bien innover un peu, histoire et de... Ces jeunes, ils ont 16 ans aujourd'hui, mais dans 5 ans, c'est eux qui vont commencer à être aux manettes. Et ils seront complètement différents de nous. Et donc je pense que nous, vieux, entre guillemets, on a un devoir de leur tendre la main et de leur dire, on travaille ensemble, mais on a compris. Mais ce n'est pas nous, les vieux, on va vous dire comment faire le monde de demain. Non, c'est on le fait ensemble, on vous écoute. C'est totalement différent. Et ben à l'échelle locale, ça peut marcher. Mais bien sûr. Mais il faut désobéir. Eh bien, je sais pas. Ouais. Tu connais beaucoup d'innovateurs qui... Oui, non, mais je sais. Alors après, en France, il y a un organisme qui s'appelle le PUCA, qui est dirigé par Hélène Pesquine. Et justement, le PUCA, c'est un organisme qui permet de faire un peu de désobéissance. C'est-à-dire aller au-delà des règles pour de l'expérimentation. Donc moi, ce que j'espère, c'est que justement, le PUCA, aujourd'hui, soit encore plus intelligent et aille à un niveau au-delà. Et donc permettre ces expérimentations, monnaie locale, nouveaux contrats sociaux, nouveaux contrats, contractualisation citoyenne. C'est ça qu'il faut. Et effectivement, peut-être dans un premier temps, dire peut-être qu'on ne sait pas comment on va taxer, mais on verra bien. On fait, on laisse faire. On va déjà faire, et puis s'il y a quelque chose à taxer, on verra, quoi. Et ensuite, on verra comment on taxera. Mais voilà, et laisser faire, parce que c'est fondamental. Pour vivre, il faut laisser... Il faut faire des petits démonstrateurs. Et je pense qu'il y a vraiment une volonté aujourd'hui forte, citoyenne. Et comme tu l'as dit, c'est ceux qui sont un peu, soit qui sont dans le besoin, et qui ont besoin, et qui veulent, et qui sont pas dans la citana, qui veulent contribuer. Et ça, moi, c'est clair, j'estime que c'est toujours la règle des 10%. Notez ça, c'est très important, cette règle des 10%. Je pense qu'avec 10% de la population qui sont volontaires, on peut changer le monde. Et 10% qui vont chercher 10%, qui vont rechercher 10%, parce qu'ils vont convaincre ces 10% de dire « Mais regardez, ce qu'on fait, c'est génial. » Et ces 10% vont venir. Mais c'est très important. Et il ne faut donc pas s'adresser forcément à la majorité tout de suite, mais convaincre 10% de démarrer. C'est ce que je disais dans la débutance, c'est débuter. Et
Ça me fait embrayer sur le moteur justement de l'initiative. Et pour entraîner la joie et l'engouement et le dynamisme, il faut avoir des perspectives enviables. Par exemple, sur le Bitcoin, il y a plein de fondamentaux. C'est une organisation plutôt anarchiste, libérale, etc. Enfin, il y a des idéaux, on va dire, politiques. Mais ce qui fait bouger les gens, c'est qu'ils ont tous espoir de devenir riches en achetant du Bitcoin. Ouais. Et voilà, bon, ça c'est financier. Mais ce que je veux dire par là, à l'échelle locale, il faut arriver à trouver des objectifs qui donnent envie de bosser, de se lever et de dire on va casser la baraque. Alors, dans le sens on va réussir, on va rien casser, mais on va construire. Alors, déjà, on va construire la baraque. Voilà. Je dirais, moi je verrais deux choses, deux réponses là. Premièrement, c'est un constat, c'est que les dernières décennies ont fait que l'être humain est devenu totalement individualiste. Et en fait, il a perdu la colonne vertébrale de l'humain. On l'a perdu. Il faut la recréer. Il faut recréer cet esprit solidaire. L'homme n'existe pas en tant qu'individu uniquement. Il existe également en tant qu'individu dans une société. Et donc, il faut qu'il réexiste dans cette société. Il faut recréer les conditions d'existence de l'humain dans cette société, dans une condition de tribu. C'est fondamental. Ça veut dire augmenter la liberté pour que les gens puissent s'organiser. C'est augmenter la liberté, effectivement. Ensuite, effectivement, je pense que c'est... Effectivement, il faut recréer cet élan, cette solidarité. C'est fondamental. J'ai perdu le fil de ma... À l'échelle locale, la solidarité, on la voit quand les gens peuvent se démerder. Quand ils ont le droit de se débrouiller entre eux, ils se débrouillent et ils font. C'est clair qu'il faut qu'il y ait cet élan de solidarité. Est-ce que tu es d'accord pour dire que ce qui nuit à la solidarité, c'est la référence à un État qui doit tout faire à notre place? Oui, alors je vais répondre à cette question. Voilà, en fait, ce qui est important, c'est que pour donner l'envie, c'est faire comprendre à chaque citoyen que grâce au numérique, à l'économie du partage qui découle du numérique, eh bien, on va avoir plus de services, plus d'activités pour un plus grand nombre, grâce au partage. C'est pour ça que je parle d'économie de l'usage. C'est fondamental. Et n'importe quel citoyen le comprendra. Aujourd'hui, il voit celui qui a, et il se dit putain, moi je voudrais être comme celui qui a, et il va passer toute sa vie à peut-être être comme celui qui possède. Il y en a qui vont s'endetter pendant 35 ans pour avoir 2 pièces à Paris. Mais c'est juste débile. C'est juste débile. Et quand ils l'auront, ce 2 pièces, peut-être qu'ils seront à 10 ans de la mort. Et ils ne l'emmèneront pas dans leur tombe. Donc en fait, il faut leur faire comprendre qu'il y a une autre mode de vie sur l'usage. Et si on est sur cette économie de partage, eh bien en fait, on va vers une société qui est beaucoup plus inclusive. Et ça, je pense que ça peut galvaniser les citoyens, galvaniser les foules. C'est juste sûr, mais il faut l'accepter. Voilà. Et du coup, toi, aujourd'hui, tu agis effectivement au travers de la création d'un référentiel pour expliquer les best practices, on agrège, on fait. Et qu'est-ce que tu faisais avant ça? Moi, si tu veux, ces idées-là, je les ai depuis que je suis né, quasiment. Après, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec mon père qui m'a dit, écoute, c'est bien, mais il faut que tu travailles. À 20 ans, c'est bien, à 40 ans, c'est bizarre. Voilà. Donc effectivement, j'ai eu des fonctions de direction commerciale, direction générale, plus dans tout ce qui est numérique et autour de tout ce qui est bâtiment, ville. Voilà, donc la notion de bâtiment intelligent, c'est quelque chose, un domaine dans lequel je suis depuis quasiment 30 ans. Tu faisais quoi concrètement? À une époque, j'étais responsable grand compte chez Merlin Gérin, qui est devenu Schneider. Après, j'étais chez ABB. Donc il y a des postes de direction commerciale ou après direction générale. Voilà. Mais toujours dans cet environnement durable et repenser un peu le bâtiment avec des automatismes et tout. Mais c'est comme j'ai expliqué, il y a 10 ans, je me suis dit, j'arriverai pas seul et dans une entreprise à faire changer le monde. Donc c'est pourquoi
il faut que je fasse autre chose. Et donc, c'est ça, Et aujourd'hui. c'est là où j'ai créé la SBA, et puis l'année dernière, le fonds MAGE, qui est vraiment là plus pour s'adresser C'est quoi le fonds MAGE? Le fonds MAGE, c'est une idée que j'ai mûrie pendant 3 ans, justement d'apporter cette vision à chaque citoyen. Et d'apporter justement, d'avoir notamment un site qui permette de visualiser toutes ces best practices. Hein. Donc c'est embryonnaire aujourd'hui, mais c'est vraiment montrer ces best practices, accompagner également les collectivités, les villes sur ces best practices, leur montrer qu'en fait il faut changer à 180 degrés les modèles. Et puis pourquoi un fonds? Parce qu'en fait, dans certains cas, financer des études ou une réalisation. Voilà, c'est ça le fonds MAGE. Mais ça, aujourd'hui, le fonds MAGE, là, donc la SBA. En fait, il est un peu complémentaire de la SBA. La SBA est là pour tracer une route, des cadres, et le fonds MAGE est là plus pour s'adresser aux citoyens. L'un est B2B et l'autre est B2C. Mais par contre, ça c'est quoi? C'est philanthropique ou il y a un business model là, derrière? honnêtement, le fonds MAGE, c'est purement philanthropique. Moi, j'ai investi pas mal de mon argent propre parce que j'y crois et je peux le faire. Et puis aujourd'hui, je souhaite que ça puisse se développer. Et la SBA, c'est pareil, c'est quelque chose qui te permet de vivre ou c'est une entreprise ou alors C'est une quelque association chose, aujourd'hui qui me permet pas vraiment de vivre. Hein. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai un modèle qui me permet de m'occuper de la SBA tout en ayant une activité de conseil ailleurs. D'accord, donc tu fais du conseil. Je fais un peu de conseil à côté. Ouais, est-ce que tu as créé des entreprises ou alors tu étais cadre commercial, dirigeant? Avant, ou j'étais cadre dirigeant, j'ai toujours eu un esprit entrepreneur. Mais pareil, ma femme me rappelait à l'ordre en me disant écoute, d'abord sécurise, on verra ensuite. Mais effectivement, il y a 10 ans, je me suis dit bon, maintenant c'est sécurisé, je peux investir un peu. Donc j'ai investi, j'ai créé une entreprise du côté en Bourgogne sur les objets connectés. Et puis ensuite, j'ai co-investi dans des sociétés qui ont démarré sur cette économie collaborative. Par exemple, j'ai investi dans une entreprise qui s'appelle Relais d'entreprise, qui est comment porter du télétravail au monde rural. Et ça, je trouve ça génial. Hein. Et clairement, les heures de télétravail vont être tokenisées. C'est-à-dire qu'en fait, on va valoriser la réduction de l'empreinte carbone en faisant du télétravail. Et ça permet d'avoir des tokens énergie, par exemple. Vous voyez, donc on voit bien que ça, c'est du concret. Parce que c'est les droits, c'est valorisé avec les droits carbone revendus à EDF, voilà. j'imagine, Exactement. Voilà. Bon, donc c'est un exemple. Hein, bon, j'ai investi aussi dans une entreprise qui fait des robots collaboratifs. Parce que je trouve ça génial. Donc j'ai investi dans 2-3 entreprises comme ça. Robots collaboratifs, c'est des robots qui fonctionnent des robots autonomes et qui permettent donc, par exemple, dans les hôpitaux, de remplacer l'infirmière et d'éviter avec son chariot de ramener tous les outils, enfin les instruments après une opération. Il l'emmène directement. Et ça permet à l'infirmière de s'occuper de choses plus concrètes, par exemple. D'accord, donc en fait ton parcours c'est une sécurité employé, cadre commercial parce que voilà, il faut. Dirigeant aussi. Hein, et à côté de ça, du coup, tu as toujours essayé de créer des liens entrepreneuriaux avec des projets. Exact. Et puis dans toutes les entreprises où j'ai été, j'ai toujours été innovant. Voilà, donc j'ai toujours créé. Ouais, c'est ça ton parcours. Et tu viens d'où toi personnellement? J'ai fait une école de commerce. Voilà, j'ai une formation, j'ai un père ingénieur, donc je pense que j'ai les deux côtés, commerce et ingénieur. Et j'ai fait une école de commerce. À Paris? À Paris, ouais. Donc à la base, tu as grandi à Paris? Ouais, je suis un Parisien. Mais dès le plus jeune âge, j'étais parisien, mais je me sentais aussi rural. Voilà, c'est-à-dire en fait, quand je dis rural, c'est-à-dire que j'étais parisien, mais j'aimais les grands espaces. Voilà. D'accord. Donc et puis très vite, je peux te dire, j'avais à peine 10-15 ans, je me disais mais comment ça se fait qu'on ait une économie qui est basée sur le pétrole alors que c'est pas durable. Un jour ou l'autre ça s'éteindra. Donc je me disais mais c'est pas possible. Voilà, donc ça a guidé ma pensée depuis que je suis quasiment né.
D'accord. Et comment ça t'est venu ça? Comment Je sais pas, c'était moi, quoi c'est une réflexion que j'ai eue. Je me suis toujours posé plein de questions, mais ça, c'était une des questions que je me suis posée très jeune. T'as un avis justement sur les questions énergétiques Bah oui, oui, tout à fait. Je pense que là, maintenant, on est à l'aube de remplacer effectivement, en tous les cas, une partie de l'énergie carbonée, hein. Il y a différentes solutions. Et puis, sur l'énergie même, je pense qu'on va aller vers un monde beaucoup plus électrique, hein, ça c'est sûr. Et de ce fait, ça fait partie des changements radicaux que je mets en avant, qui m'ont valu pas mal de remarques assez négatives ou d'attaques. Mais aujourd'hui, plus ça avance, plus je me dis que j'avais la vision et que j'ai raison. C'est de passer de l'énergie, enfin du réseau en courant alternatif, c'était il y a 130 ou 140 ans, Edison, au courant hybride, enfin un réseau hybride, alternatif et continu. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'énergie photovoltaïque, les énergies renouvelables, c'est du continu. La mobilité, c'est du courant continu. Le stockage, c'est du courant continu. La plupart des équipements électroniques, tous les équipements électroniques, c'est du courant continu. Les résistances, ça peut être alimenté en courant continu. Donc on voit bien qu'en fait, beaucoup pourrait fonctionner en courant continu. Et quand on transforme de l'alternatif en continu, on perd à peu près 5%. C'est la chaleur. Donc cette chaleur, si on la reconvertit 2 fois, c'est 10%. Et parfois, si on parle de la mobilité, c'est 3 fois. C'est juste débile. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, moi je le dis, c'est juste pas possible d'aller vers la mobilité électrique sans passer au courant continu. Et là encore, c'est là où je me bats contre à la fois nos institutions qui n'ont pas encore compris ça, c'est qu'il faut mener cette transition concomitamment, comme dit notre président. Concomitamment. Et il y a un pays, ou quelques pays dans le monde qui l'ont compris, mais c'est la Chine. Et aujourd'hui, il y a déjà 8 villes avec des quartiers qui vont être directement alimentés en courant continu jusqu'au lave-vaisselle. Et le problème, c'est que demain, quand je dis demain, c'est dans 3 ans ou 5 ans, quand on va imposer une taxe carbone à l'échelle de l'Europe, on va bien voir que tout de suite, d'être en courant continu, ça a une empreinte carbone bien réduite. Et qu'est-ce qui va venir avec ces solutions qui seront éprouvées? Vous avez la réponse. Et c'est pourquoi aujourd'hui ils pourront nous les vendre, les solutions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle de troisième révolution industrielle. La troisième révolution industrielle, c'est pas celle de Rifkin, qui est uniquement sur le digital. Non, c'est celle-là. C'est celle sur le courant continu associée au digital. Et ça, c'est la des révolutions, je peux me permettre de le dire, d'Emmanuel François. Et par contre, cette troisième révolution industrielle, elle implique la troisième révolution urbaine. Et c'est marrant parce que cette histoire de courant continu et de courant alternatif, ça remonte quand même à Tesla et à Edison. Exactement. Parce que tu sais que Tesla... Et là aujourd'hui, il se retourne dans sa tombe. Raconte Tesla et Edison. Mais c'est marrant. Enfin, je veux dire, c'est l'histoire des sciences. C'est très intéressant parce qu'en fait, en 1880 à peu près, ou 82, il y a eu ce combat entre Edison et Tesla sur l'électrification de la ville de New York. À la fin, c'est Tesla qui a eu le dernier mot. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne savait pas transporter du courant continu à haute tension sur des longues distances. C'est Edison qui faisait le courant alternatif. C'est Edison qui était sur le... Non, c'était Edison sur le courant continu. Et c'est Tesla. Il ne faut pas confondre le Tesla d'avant avec le Tesla d'aujourd'hui. Et c'est Tesla qui a gagné, Nikola Tesla. Eh bien, aujourd'hui, avec les nouveaux composants électroniques notamment, on peut... avec les thyristors et autres, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut, depuis quelques années, depuis plusieurs années, on peut transporter du courant continu à très haute tension. D'ailleurs, la Chine a lancé la route inversée de l'énergie en courant continu, sur des distances de 500 à 1000 km. Aujourd'hui, la liaison transmanche France-Irlande est en courant continu. Donc on voit bien qu'on sait transporter du courant continu à très haute tension avec des pertes énergétiques bien moindres. Donc aujourd'hui, effectivement, si c'était à refaire, on le referait. Et aujourd'hui, à l'heure de la mobilité électrique, on n'arrivera pas à équilibrer le réseau à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un quartier, si on n'a pas un réseau aussi en courant continu. Ce que j'appelle un DC grid.
c'est-à-dire un smart grid ou un microgrid en DC, direct current. Qu'est-ce que ça implique de... Parce qu'en Chine, il y a un côté qui est facile, c'est que les infrastructures, bon, ils en ont construit beaucoup, mais ils n'ont pas fini et ils en construisent encore. Donc du coup, on regarde et on se dit, ah bah c'est marrant, ils sont cons, ils sont gourés. Nous, on va le faire tout de suite en courant continu. Et qu'est-ce que ça impliquerait pour nous qui avons déjà tout un réseau centralisé, de qualité en plus, de faire la bascule? Est-ce que c'est facile? Parce que En fait, y a ça oui, aussi. c'est facile, mais de toute façon, ce que je dis aujourd'hui, l'urgence, c'est de déployer le réseau numérique, cette infrastructure numérique dans toutes les villes. La 5G? Non, pas que ça. C'est aussi la fibre, mais c'est aussi le réseau dans les bâtiments. Donc, on va devoir intervenir dans les bâtiments pour déployer ce réseau numérique. Eh bien, de même, puisqu'on va rentrer dans les bâtiments, eh bien, c'est les mettre aussi DC ready, c'est-à-dire qu'ils seront ready to service avec le numérique et ils seront DC ready, c'est-à-dire qu'ils seront prêts à fonctionner également en continu. Et demain, quand on aura du stockage énergétique local, on aura des véhicules qui vont pouvoir être véhicules to grid, donc réinjecter l'énergie qu'il y a dans les batteries vers les équipements électriques du bâtiment, vers le bâtiment, eh bien, le bâtiment sera prêt. Et vous voyez, c'est ça ce que je veux impulser au niveau de la France, au niveau de l'Europe. Et pour moi, c'est ça le plan de relance. Alors, c'est quoi les appuis? Parce que impulser au niveau de la France et au niveau de l'Europe. Mais excusez-moi, parce qu'en fait, on parle de l'énergie. Mais l'énergie est un fluide. Eh bien, l'enjeu est exactement le même sur l'eau. Sachez, si vous ne le savez pas, c'est qu'aujourd'hui, plus de 20% de l'eau à l'échelle d'une ville, l'eau potable, elle va dans le sol. Parce qu'en fait, les réseaux sont, entre guillemets, défectueux. Et plus ça va, plus ils sont défectueux. Et en plus, cette eau potable qu'on utilise, on l'utilise à des fins de potabilité que 8%. C'est-à-dire que 92%, toilettes, baignoires, évier, machine à c'est laver. de l'eau potable qui est retraitée avec une empreinte carbone qui est inconsidérable, enfin qui est considérable, alors qu'en fait, on n'en a pas besoin. Et donc, je dis aujourd'hui, eh bien, par la même occasion, il faut repenser les réseaux d'eau avec du stockage local, comme il y aura du stockage énergétique. Utilisons les parkings, par exemple, ou d'autres. Et c'est des communs. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est fondamental. Mais c'est pour ça que je parle de troisième révolution urbaine. Il faut des centaines de milliards pour faire ça, parce que les réseaux d'eau, si on n'y touche pas, ça coûte une blinde, il faut ouvrir les routes. Eh bien, c'est justement, mais c'est pourquoi, si là on parle de milliards pour changer les réseaux d'eau. Mais en fait, il faut les laisser tels qu'ils sont et penser maintenant des réseaux locaux. Et ces réseaux locaux, je peux vous dire que de l'eau qui est produite localement, il y a une société qui s'appelle Innovaya qui est sur Lyon, entre autres, eh bien, elle a mis en évidence que si on est en mode local, le coût de l'eau est divisé par 7. Pour une ville, c'est-à-dire qu'on réduit le prix de l'eau de 7 en ayant un raffinement, enfin un raffinement local. Parce que l'eau, elle est quand même bien locale. À chaque fois, c'est des régies locales qui s'en occupent. Oui, mais là, c'est simplement d'être en boucle locale. C'est-à-dire toutes les eaux grises, entre guillemets, on les retraite locales. Les eaux de pluie, on les retraite. Et elles servent pour de l'eau grise. Et peut-être demain, de l'eau de pluie, on pourra, si la réglementation française change, on pourra aussi l'utiliser en potable. Parce que Monsieur Bernard, le président de l'agglomération de Lyon, a fait la preuve. Il a bu l'eau du Rhône via cette machine. Vous voyez, donc là, on voit bien que ça marche. Ce dont on parle, en fait, c'est de décentraliser les stations d'épuration, en fait. Décentraliser les stations d'épuration, comme on va décentraliser la production d'énergie. Et si je retourne à l'énergie, on parle aujourd'hui de centrales nucléaires. On a une cinquantaine, je crois, c'est plus, 55 centrales nucléaires en France. Réacteurs. Eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Ça a été choisi, c'était un très bon choix. Mais est-ce que c'est le choix des prochaines années? Est-ce qu'il ne faut pas aller vers aussi une décentralisation? Eh bien, je pense qu'effectivement, il faut aller vers cette décentralisation. Et on commence à parler de centrales nucléaires microcentrales. Et voilà. Et aujourd'hui, moi ce que je dis, c'est qu'une fois de plus, la France doit être à la pointe de cette révolution. C'est une vraie mutation. C'est sûr qu'on va y arriver, j'en suis sûr. Mais une fois de plus, je dis, c'est à la France qui était leader sur l'énergie nucléaire, eh bien c'est à la France
de faire cette mutation aussi. Et pas d'attendre que ce soit des Américains, parce qu'aujourd'hui c'est en train de démarrer en Californie, ou les Chinois. C'est hors de question. Et bien justement, le problème, c'est qu'en France, le nucléaire, c'est un secteur dévasté maintenant, parce qu'il y a beaucoup de bureaux d'études qui sont partis, les compétences sont parties. Je sais, parce que j'ai des copains qui travaillent dans le nucléaire, et aujourd'hui, on n'est pas capable de faire un EPR proprement. Eh bien, Et encore, l'EPR, on pourrait faire vachement mieux. On a des modèles de centrales aujourd'hui à basse température, entre guillemets, qui n'explosent pas, qu'on pourrait concevoir. Et je pense que c'est à ça, dont on parle. C'est des petites centrales à basse température, nucléaires, mais sans risque. Et voilà, exactement. Et en fait, sécuriser une micro-centrale, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Ça, on y arrivera. Alors que sécuriser un EPR, c'est pour ça que ça traîne. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a le risque zéro. Il va être très difficile, et c'est des milliards, et encore, on ne sait même pas si on y arrivera, vraiment. Et on voit bien le problème qui vient d'arriver en Chine. Hein? Donc on voit bien que c'est pas simple. Et donc là, aujourd'hui, ce que je dis, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux problématiques de génération, mais il faut accepter de changer. Alors pour faire ça, effectivement, c'est des décisions qui peuvent se prendre très haut au niveau de la France, au niveau de l'Europe, de décentraliser, en admettant qu'ils aient envie de décentraliser les problèmes de pouvoir, avec quels appuis, qui, quand. Comment ça marche pour arriver à faire du lobbying là-dessus? Comment tu fais? Comment faire? Effectivement, je pense que l'Europe a un rôle à jouer là-dessus. C'est possible. Moi, je vois Ursula von der Leyen a lancé le New European Bauhaus, et ce projet européen est vraiment a pour vocation d'instiller une nouvelle vision sur l'aménagement des territoires, y compris donc l'énergie, l'eau, les déchets, pour on va dire des territoires beaucoup plus inclusifs. Donc, je pense que l'Europe peut jouer un rôle. C'est pas simple parce que ça tire dans l'autre sens aussi. Et ça tire dans l'autre sens. On voit bien que les propositions qui ont été faites sur la réduction de l'empreinte carbone, tout de suite, il y a eu des levées de boucliers dans tous les pays parce qu'effectivement, tout le monde craint les gilets jaunes d'Asie, etc. Mais je pense que donc l'Europe a un rôle à jouer. Et puis ensuite, je crois beaucoup, moi, aux collectivités et aux initiatives locales. Hein, je prends un exemple. Aujourd'hui, je connais bien le maire d'une petite ville au sud de Lyon, qui est Châteauneuf, dans la Loire. Eh bien, ce maire a suivi un peu mes recommandations sur le courant continu. Aujourd'hui, il a une production photovoltaïque, une pile hydrogène. Il alimente son éclairage urbain en courant continu, autonome. Il va commencer à alimenter des bâtiments aussi en courant continu. Et puis, son rêve, et j'espère qu'il pourra le réaliser, même s'il a un certain âge, c'est justement d'être le premier à avoir une micro-centrale nucléaire. D'accord. Et rendre son village autonome. Vous voyez, donc, je pense que c'est un exemple que je donne. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a des personnalités qui existent et qui peuvent apporter ces mutations. Alors, le seul sujet, c'est que, moi, c'est ce que j'ai écrit, c'est 1 an pour comprendre, 10 ans pour agir. Il faut qu'on avance. On n'a qu'un an. On n'a qu'un an, on n'a pas 10 ans. Il se passe quoi après? Ça explose? On voit bien ce qui se passe. Et j'étais avec Jean-Louis Etienne il y a peu de temps. Je lui ai posé la question, on voit bien que ça se dérègle. Je lui ai dit que ça va et qu'on le vit. Il m'a dit oui, et là ça s'accélère. Ça s'accélère et on le vit. On le voit, c'est l'actualité qu'on voit aujourd'hui. Mais ça s'accélère et c'est de pire en pire. Le climatologue Jean Jouzel le dit aussi. Donc aujourd'hui, c'est clair, ça se dérègle. Et on n'a pas le choix. Il faut y aller. Eh ben, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. De rien. On espère que ça portera des fruits. J'espère. Espérer. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette interview. Puisque vous avez aimé, pensez à vous abonner à la chaîne Grand Angle Entrepreneur en appuyant bien sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Merci aussi de partager avec votre entourage, ça nous aide beaucoup à faire connaître la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.